Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, un sujet clivant qui divise même la majorité à Tours. Cet après-midi, la mairie présentait son projet pour l'application des rythmes scolaires à la rentrée. Les négociations avec les syndicats de parents d'élèves ont-elles abouti? C'est ce que nous verrons dans quelques secondes. Et puis réaction à chaud de la FCPE, Emmanuel Denis, son coprésident, et l'invité de la rédaction ce soir. Le ras-le-bol des maires laisse place à l'inquiétude. À Saint-Genouille, à Notre-Dame-d'Aué, l'accueil de la communauté des gens du voyage est un véritable casse-tête. Un problème qui leur coûte cher, état des lieux à suivre. Et puis le coup d'envoi a été donné il y a presque une heure. C'est parti pour les années jouées. Le Festival des Arts de la Rue, acrobatie, comédiens, musiciens, une quarantaine de compagnies. Nous avons suivi les derniers préparatifs. Bonsoir à tous. Un projet très attendu par les parents d'élèves. Les rythmes scolaires à Tours. La mairie présentait cet après-midi son plan d'action pour la rentrée. Une réforme qui, vous le savez, divise la majorité. Horaires, activités périscolaires. Les négociations avec les syndicats de parents d'élèves ont-elles abouti? On voit tout cela en détail avec Anis Michaud. Jean Germain l'avait annoncé lors du conseil municipal. La mairie a quelque peu revu sa copie concernant les nouveaux rythmes scolaires. Dès la rentrée 2013, les élèves ne rentreront ni à 8h30 comme actuellement, ni à 9h comme précédemment proposé, mais finalement à 8h45, avec un accueil assuré de 7h30 à 8h35, heure d'ouverture de l'école. Mais le changement le plus important concerne la pause méridienne, qui durera 2h15 au lieu de 2h actuellement. La mairie a en effet souhaité répondre à l'inquiétude des parents qui craignaient que cet allongement soit source d'accidents. Il y aura environ 40 à 45 minutes d'activités qui seront encadrées, et donc d'activités bien organisées sur tous les sites, sur toutes les écoles. Ce qui nous oblige à recruter environ une centaine d'animateurs supplémentaires par rapport aux 340 qui existent actuellement. Des activités qui seront multiples, culturelles, sportives ou éducatives et qui nécessiteront un budget supplémentaire de 400 à 500 000 euros. L'allongement de l'accueil périscolaire du matin et du soir devrait avoir à peu près le même surcoût pour un budget global de la réforme d'1 million d'euros. Mais la mairie le rappelle, l'année scolaire 2013-2014 sera une année test. C'est une année d'expérimentation. Et donc pour la rentrée 2014, nous serons parfaitement opérationnels, mais on peut dire aussi qu'au cours de l'année 2013, nous pourrons faire un certain nombre d'adaptations, de modifications au fur et à mesure. Pour ce faire, un observatoire des rythmes sera mis en place avec des groupes d'évaluation dans chaque école. Le DAZEN, la direction d'académie, devrait se prononcer sur ce nouveau projet d'ici 15 jours. Et à la fin de ce journal, Emmanuel Denis, président de la FCPE, nous rejoint sur ce plateau. À Saint-Genoux ce matin, l'escadron de Châteauroux n'a pas eu à user de la force pour déloger une trentaine de caravanes des gens du voyage. Cela faisait 3 semaines qu'elles étaient installées. À leur arrivée, ils avaient déjà quitté les lieux. Mais l'accueil de cette communauté reste un vrai casse-tête pour les élus. L'Indre-et-Loire ne compte aucune aire de grand passage quand il devrait y en avoir 4. Direction Saint-Genoux et Notre-Dame-d'Aué avec Mickaël Briffaut. Ce matin, le maire de Saint-Genoux, qui avait vu le nombre de ses habitants doubler du jour au lendemain, a fait installer des blocs de béton. Son but, éviter que son terrain soit à nouveau squatté par des grands passages de gens du voyage. Les grands passages concernent seulement les rassemblements à partir de 30 caravanes et jusqu'à plusieurs centaines. Mais problème, le département n'est pas équipé pour recevoir de si grandes communautés. Alors, soit le préfet réquisitionne un terrain pour pallier à ce manque, soit les gens du voyage occupent illégalement des terrains, ce qui amène toujours à des situations conflictuelles. Ce n'est pas la première fois. Nous avons été, disons, réquisitionnés déjà 2 ou 3 fois par le préfet. Mais là, on arrive encore à s'entendre. Mais alors là, non, l'année dernière, on a eu plus de 3 000 € de dégâts sur le stade. Il a fallu payer. Cette année, ça a recommencé ici. À quelques kilomètres, il y a 3 semaines, le terrain de foot de Notre-Dame-d'Aué a été occupé par 150 caravanes. Le maire avait alors écrit au ministre de l'Intérieur Manuel Valls. Son but, faire avancer une fois pour toutes le dossier des constructions des aires de grand passage. Il souhaite régler ce problème qui touche en particulier les communes du pourtour de l'agglomération. Actuellement, il y a un sentiment de ras-le-bol qui s'exprime chez de nombreux maires et que beaucoup sont déterminés à mettre la pression pour faire avancer ce dossier.
J'espère que nous serons entendus. Il n'y a pas forcément une volonté que ces terrains se trouvent sur sa commune, donc on rejette la patate chaude chez le voisin. Le préfet a promis que l'État aidera au financement de ces aires. Il doit prochainement dévoiler l'emplacement de 12 terrains, parmi lesquels 4 seraient retenus pour construire ces zones d'accueil de grand passage. Malgré la volonté des communes concernées, ce dossier pourrait bien être mis encore de côté. Car les élections municipales approchant, l'accueil des gens du voyage sur sa commune n'est pas un sujet électoralement porteur pour un maire. Et j'ajoute que la préfecture d'Indre-et-Loire a déclaré s'attendre à une quinzaine de grands passages d'ici à septembre. En bref, à Pouzé ce matin, un homme de 76 ans retrouvé mort sous son tracteur. Il serait décédé hier soir. On ne connaît pas encore les circonstances exactes du drame. Le grand débat sur la transition énergétique clôt hier soir au lycée Les Consons à Tours. 6 débats depuis le début de l'année qui préparent la loi de programmation sur la transition énergétique. Quels enjeux, quelle politique de l'énergie dans nos collectivités? Plusieurs projets, vous le savez, sont déjà en cours en région centre, à Saint-Pierre-des-Corps par exemple. La rénovation thermique d'environ 1400 logements sociaux. On voit cela avec Angélique Mangon. Comment réduire le coût de la facture énergétique? Comment soutenir le développement des énergies renouvelables et créer des emplois? Telles sont les questions abordées au cours des 4 mois de débat sur la transition énergétique. Objectif de ce dernier débat, dégager des pistes de réflexion et s'interroger sur le rôle de l'État et des collectivités dans cette transition énergétique. Sur les questions de production et d'orientation sur les énergies renouvelables, le Conseil général a aussi sa place à tenir et doit être une force ou de proposition ou d'initiative, voire participer à de la recherche-développement pour que ces questions prennent une place beaucoup plus importante sur les questions locales. En région centre, les projets liés aux énergies nouvelles et aux économies d'énergie sont déjà nombreux. Parmi eux, la future unité de méthanisation du zoo de Beauval ou le projet d'isolation des 5 tours du quartier de la Rabatterie à Saint-Pierre-des-Corps, des projets dans lesquels la région s'investit. Concrètement, nous soutenons le développement des unités de méthanisation sur le territoire. Aujourd'hui, de la même manière, nous accompagnons un certain nombre d'innovations et de recherches dans l'industrie pour que cela avance et nous sommes attentifs à rester véritablement une grande région parce que la région centre, c'est une grande région pour la production d'énergie. C'est une région rayonnante. Il faut, dans le nouveau modèle, que nous soyons particulièrement présents et je pense à ce modèle qui fera place à une partie d'énergie renouvelable. Fruit de la réflexion menée dans les débats régionaux, la synthèse nationale sur la transition énergétique paraîtra en juillet prochain. Connaissez-vous vraiment vos voisins? Eh bien, c'est peut-être l'occasion aujourd'hui. Créée en 99 en France, la fête des voisins convainc chaque année un peu plus de monde. Mais à certains endroits désertés par une vie de quartier, c'est aussi l'occasion de créer ensemble une nouvelle dynamique. Exemple ce soir dans le quartier des Deux Lions, qui compte environ 3000 habitants. Brian Bock. Construit sur les rives du Cher à partir de 1985, le quartier des Deux Lions est un des quartiers les plus récents de Tours. Ici, se côtoient étudiants et familles dont les parents travaillent. Alors, pas facile de se connaître, la fête des voisins est donc l'occasion de se rencontrer. Il n'y a rien de mieux pour en apprendre plus sur les gens, c'est toujours du tout bon. On découvre les enfants, on peut se faire éventuellement des connaissances, peut-être même des amis plus tard. Non, tout est bon dans ce genre de démarche. Au contraire, d'autres habitants du quartier préfèrent ne pas participer à la fête pour une raison ou pour une autre. Je connais mes voisins, mais j'ai un con chez moi, donc je ne ferai pas la fête avec lui. Je suis très timide, donc j'ai un peu de mal à aller comme ça. J'ai plus de facilité quand on croise les voisins, dire bonjour, parler du temps, des choses comme ça. Créée en l'an 2000 dans toute la France, la fête des voisins est devenue une véritable institution. Depuis 3 ans, Grégory Coué organise les festivités sur ce chemin. L'année dernière, seules 30 personnes y ont participé. Ce soir, il aimerait avoir plus de succès car son objectif va bien au-delà de la fête des voisins. C'est essayer de créer une dynamique puisque pour le moment on est sur un quartier tout neuf où il n'y a aucune âme dessus. Donc le but c'est essayer de faire en sorte que les habitants se rencontrent et créent une vie de quartier ou du moins essayer de commencer à créer une vie de quartier. La fête des voisins débute ce soir à partir de 19h30. L'occasion peut être d'initier une nouvelle vie de quartier. Quelques 3000 personnes vivent aujourd'hui aux Deux Lions.
Pierre Brochard, le capitaine de l'ADA Blois, reconduit pour 2 ans à la tête de l'équipe de basket blésoise. En revanche, Hugo Cancé, le coach, et Philippe Daudin, le président de l'équipe, ne signeront pas de nouvelle saison. Vous le savez, l'objectif de monter en Pro B n'a pas été atteint cette année puisque l'ADA a été éliminée par Souffelweilersheim samedi dernier. On écoute le capitaine Pierre Brochard qui croit au potentiel de son équipe. On est bien content qu'on se soit entendu et moi je suis content de rester ici et l'ambition du club me convient et je trouve un certain équilibre à rester ici pour moi et ma famille aussi, donc ça c'est important. Et voilà, ça sera une nouvelle aventure et puis je suis confiant dans les capacités du club à rebondir et voilà, je pense qu'on pourra faire une belle équipe pour avoir des ambitions l'année prochaine. Et pour terminer ce journal, le coup d'envoi des années jouées a été donné il y a presque 1 heure maintenant. Le Festival des Arts de Rue, 16e édition, vous le voyez, les préparatifs de cet après-midi. Le coup d'envoi, donc, c'est ce soir, ça dure jusqu'à dimanche soir. Acrobates, comédiens, musiciens, danseurs, 40 compagnies au total. Une vraie culture populaire. On écoute quelques passants. Oui, voir l'animation, ce qui se passe, les associations, puisque je trouve que les associations font vivre aussi une commune. L'envie de venir et puis emmener des enfants pour découvrir comment ça se passe à jouer. Avec des événements pareils, les enfants ils vont apprendre qu'est-ce qu'on fait à jouer, qu'est-ce qui est joué. C'est un peu l'histoire quoi. Quand ils vont venir, ils vont découvrir, c'est cool. Je n'ai pas regardé le programme, mais je viendrai, je découvrirai ce qui se passe. Et c'est ainsi que s'achève notre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, l'invité de la rédaction, Emmanuel Denico, président de l'FCPE. À tout de suite.